Le château fort est conçu pour résister à un siège. Quel est l'intérêt d'attaquer une telle construction? Le château peut garder un point stratégique comme par exemple un gué sur une rivière. Sa présence est alors un obstacle à la circulation. On peut vouloir s'emparer de son propriétaire ou de la personne qui l'occupe. Un château peut aussi constituer une menace pour ses voisins si sa garnison qui l'occupe s'avère conséquente et agressive. La prise d'un château permet aussi de prendre le contrôle de ses richesses et de la seigneurie dont il est le centre. Un bon stratège essaiera toujours de prendre un château fort par surprise ou par trahison. L'assaut par surprise consiste à éliminer la garnison sans qu'elle soit parvenue à fermer les accès. La trahison consiste à retourner par la corruption ou divers moyens persuasifs un membre ou la totalité de la garnison pour que le château soit livré sans résistance. Si ces moyens échouent, l'attaquant doit alors choisir de se retirer ou d'assiéger la place. L'aspect extérieur du château doit avoir l'air le plus redoutable possible pour décourager l'assaillant. Mais si le siège commence, la lutte est déjà à moitié perdue pour les assiégés. Sans secours extérieur, un assaillant déterminé finit presque toujours par l'emporter. Un château comme celui du Coudray-Salbar peut être défendu par une cinquantaine d'hommes. En employer davantage risquait d'entamer trop rapidement les réserves de vivres sans apporter un avantage décisif à la défense. Car les effectifs des armées médiévales restent faibles. Un grand seigneur ne peut guère compter sur plus de 1000 combattants. Un roi 10 000, et encore il a besoin de l'appoint de ses vassaux. La méthode de siège choisie dépend donc des moyens et du délai dont dispose l'assiégeant. Avec des forces réduites, l'assiégeant peut choisir de faire tomber la place forte par la faim. Pour cela, il faut empêcher l'approvisionnement du château et attendre qu'il épuise ses vivres. Cela peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années, mais le résultat est certain et peu coûteux en vie pour l'assaillant. Mais il faut surveiller les éventuelles sorties offensives de la garnison. Arriver à entretenir et préserver la cohésion d'une armée qui s'ennuie. Gare aussi au retournement d'alliance sur une durée aussi longue. Une armée de secours peut arriver et coincer l'assiégeant contre les murailles du château. Des forces et des moyens plus importants permettent d'envisager un assaut plus direct. La première tactique est d'escalader les murs avec des grappins ou des échelles. Ce type d'assaut est très meurtrier et les soldats en première ligne doivent être prêts à se sacrifier. C'est loin d'être toujours le cas, surtout avec des mercenaires. On peut alors franchir les murailles en employant une machine de siège, la tour d'assaut mobile, également appelée beffroi. L'assaillant se trouve relativement protégé dans cette tour. Dès que la muraille est atteinte, un pont-levis s'abaisse et permet à une section d'assaut de prendre le contrôle de la muraille. Il faut au préalable avoir comblé et sécurisé le fossé et les abords du château, parfois munis de chausses-trappes prévues pour faire basculer la tour. Une fois la muraille prise, les assaillants ne contrôlent pas encore le château car de solides portes ferment l'accès qui mène vers les tours. Pour limiter les pertes, on peut essayer de s'en prendre aux murailles en affaiblissant leur défense, ce qui rendra l'assaut final plus facile. Pour détruire les murs, des hommes peuvent tenter de les démonter ou tout au moins de les ébranler grâce à un bélier. Ils doivent être protégés par un toit mobile, un chat, pour être hors d'atteinte des défenseurs. Il faut avoir franchi le fossé préalablement comblé et sécurisé. Ce moyen reste malgré tout assez hasardeux car les murs sont solides et le travail est lent.
Un autre moyen plus efficace consiste à creuser un tunnel sous les murs du château pour miner leur base. C'est ce qu'on appelle la sape. Les murs n'étant plus soutenus, ils s'effondrent. La mine est encore plus efficace avec de la poudre car l'explosion pulvérise la paroi. Mais les assiégés peuvent se défendre. Ils surveillent la progression de la mine en regardant par exemple les mouvements de l'eau dans un seau. Les vibrations produites par les mineurs vont faire bouger légèrement la surface de l'eau. Les assiégés peuvent alors creuser un autre tunnel à la rencontre des mineurs ennemis pour les chasser. Une autre méthode consiste à utiliser des machines de siège pour détériorer le château. Balistes, catapultes, pierriers, mangonneaux ou trébuchets ont pour fonction d'envoyer des projectiles parfois très lourds pouvant occasionner des dégâts décisifs à la maçonnerie et à la garnison. Mais ces machines ont une portée limitée à moins de 300 mètres. Elles sont peu précises et longues à charger. Il faut donc du temps pour obtenir un résultat significatif. Les défenseurs peuvent avoir aussi leurs propres machines pour bombarder les assiégeants. La façade sud du donjon de Loches est constellée d'impacts datant du siège de 1194. On voit que la dispersion des impacts est grande, prouvant un manque flagrant de précision. Le mur n'a pas bougé. Il n'est même pas certain qu'un seul boulet ait pu entrer par les ouvertures. Les canons vont bouleverser la donne. À la fin du XVe siècle, ils sont devenus suffisamment performants pour détruire les châteaux construits quelques décennies auparavant. Les machines de siège, conservées un temps pour leur faible coût, vont alors lentement disparaître. Le siège d'un château fort reste toujours une épreuve, pour les assiégés tout d'abord. Ceux-ci ne peuvent s'échapper et n'ont d'autre choix que d'attendre une prochaine attaque ou l'épuisement de leurs vivres. Plus le siège dure, plus l'assiégeant fera payer cher la reddition. L'espoir d'un secours extérieur peut leur permettre de tenir bon, tout comme celui du départ des assiégeants découragés. Pour les assiégeants, l'attente peut parfois être insupportable, tandis que la perspective d'un nouvel assaut sanglant n'est guère réconfortante. De plus, il leur est très difficile d'évaluer l'état psychologique et matériel de l'assiégé, qui peut aussi bien n'en avoir que pour quelques jours que tenir plusieurs mois.